Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Forum politique. Après plusieurs mois d'attente, les ministres conseillers sont en fait connus ce mercredi 11 décembre 2024. C'est suite au décret 2024-006 du 9 janvier 2024 qui confère au Collège des ministres conseillers au Bénin un rôle stratégique au sein de l'appareil gouvernemental. Mais pourquoi cette intervention intervient maintenant? On en discutera sur ce plateau. Autre sujet, une opposition qui gagne les élections présidentielles au Ghana, un cas d'école pour la sous-région ouest africaine. Pour en parler, nos forumistes que vous connaissez déjà, Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance. Bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir à vos téléspectateurs. Georges Ananguno, socio-anthropologue. Bonsoir. Merci. Bonsoir Maël et bonsoir aux téléspectateurs de ETV et bonsoir aux collègues sur le plateau. Un invité que vous n'avez pas l'habitude de voir sur le plateau du Forum politique, Mohamed Ali Hamidi, analyste politique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Moël, bonsoir aux aînés. C'est un plaisir d'être à la gauche des aînés ce soir. Bonsoir aux téléspectateurs de télé. Alors, je l'annonçais tantôt, le Conseil des ministres de ce mercredi 11 décembre 2024 a annoncé une série de nominations, notamment des ministres conseillers selon le décret officiel. Au total, 12 ministres conseillers sont placés sous l'autorité directe du chef de l'État. Georges Anagonou, ma première question s'adresse à vous. L'attente a été longue. Pourquoi cette nomination intervient après plusieurs mois d'attente? Oui, d'abord, l'exercice était difficile. Nous l'avions enfin analysé dans tous les sens ici pour savoir qu'est-ce que ça signifie, ministre conseiller, d'autant puisque c'est nouveau. C'est nouveau, et donc on se posait des questions. À un moment donné, on n'y croyait plus. Parce qu'on a tellement fait de commentaires là-dessus qu'on se disait que d'abord, ce serait un risque pour les partis politiques. Seulement, là, vous voyez, et on peut dire que c'est difficile, mais il faut s'y mettre. Quand on s'y met, on y arrive. Il n'y a pas eu de remous dans les partis politiques, à ma connaissance. Il n'y a pas eu de difficultés. Et aujourd'hui, donc, ils ont certainement pris le temps de s'entendre, de s'apaiser là-dessus. Je pense même que ça n'a pas fuité. Moi, je n'ai pas entendu au sein d'un parti politique, ah non, on est en train de préparer telle personne est candidat pour... À une exception près parmi tous ceux-là, parce qu'il y en a un qui était tellement activiste, ces temps-ci que ne pas entendre son nom, ça aurait surpris. Mais le reste, ça s'est passé dans le calme, et on pouvait dire que à l'arrivée, on peut constater qu'il y a eu plus de peur que de mal, parce que bon, le chef de l'État a réussi finalement à faire en sorte que les partis politiques qui l'entourent puissent s'entendre. Il y a une promesse quand même qui a été tenue, qu'on puisse le dire. Le chef de l'État disait que les ministres conseillers, que c'était pour les partis politiques qui travaillaient avec lui. Ça, donc, ça n'a pas raté. Quand on prend la liste de ceux qu'on a nommés, je pense qu'ils sont tous politiques, et donc proposés par des partis politiques ou étant des patrons de partis politiques. Je pense que cette promesse-là a été tenue par le chef de l'État. Et ça aussi, ils ont trouvé le moyen de nous démontrer que il ne faut pas toujours partir de ça ne va pas être possible. Moi, je pense qu'il y avait même des chefs de parti qui se disaient que cet exercice, si on leur demandait de faire ça, que ça allait même détruire les partis politiques, que ça allait amener trop de remous dans les partis politiques. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, avant la nomination, ça pouvait bousculer, ça n'a pas bousculé, la nomination est faite. Donc, certainement, en travaillant avec le chef de l'État, que ça va apporter les résultats escomptés. Certainement, si vous nous donnez la chance tout à l'heure, on verra comment ça va travailler sur le terrain, comment ça va fonctionner avec les ministres et avec les ministres conseillers et avec le chef de l'État. Joël Ataï-Guédégbé, que dites-vous de cette nomination qui intervient après près d'1 an d'attente? Oui, mais mieux vaut tard que jamais. Concrètement, la promesse est tenue. Maintenant, quel en sera l'effectif, quelle en sera
Je ne sais même pas quoi dire. Oui, pratiquement. Comment est-ce que ça va tourner? C'est 12 secteurs qui ont été nouvellement définis pour superposer, pour poursuivre l'action gouvernementale. Et donc, on va voir comment tout ça la match. Il y a à se demander quelle est la pertinence de tel ou tel découpage. Mais je retiens que le casting a concerné des politiciens, des gens qui ont été proposés par des partis soutenant le président de la République. C'est une nouvelle donne dans l'organisation du travail autour du chef de l'État et au sein de la majorité présidentielle. Au travail, messieurs les ministres, ou mesdames et messieurs les ministres, parce qu'il y en a quand même 3 de dames qui sont dans le lot. C'est pas peu, ça fait pratiquement le quart. Exactement le quart. C'est beaucoup en proportion. Ah bon, en plus tu auras des courriers de... Non, quoi, ça fait 25%. C'est plus que... Alors, merci à vous, Mohamed Liamidi. Qu'est-ce que vous avez ajouté À ce qui a été déjà dit par les années. En fait, en ce qui concerne d'abord le temps, c'est-à-dire que le temps d'attente, je pense que c'est essentiellement politique. Politique, puisque ceux qu'on a nommés aussi viennent des partis politiques. Parce que le temps politique coïncide avec... selon moi, doit coïncider avec des objectifs. Des objectifs, à mon avis, que poursuit le chef de l'État, qui est également le chef de la majorité, étant donné que ces ministres-là proviennent tous des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Donc, de mon point de vue, si les réglages, il aurait peut-être fallu quelques réglages avant qu'on ne puisse aller à cette nomination. Et donc, on a attendu et finalement, c'est venu. Le plus important, comme l'a dit Joël, c'est que mieux vaut tard que jamais. Enfin, ils sont là. C'est le moment alors de nous démontrer l'utilité, pour ne pas dire la nécessité de ce que je vais dire, ces nouvelles fonctions que nous sommes là en train de découvrir, parce qu'ils viennent de faire leur entrée. Et donc, ministre conseiller pour moi, et comme l'a précisé le décret de nomination qui a été pris en janvier, ça doit être non seulement des gens qui proviennent des partis, mais qui peuvent également porter, ou du moins qui doivent porter, je dis, un idéal, une idée, c'est-à-dire que ce qui vient de ces partis-là qui soutiennent les actions du chef de l'État. Ils viennent conseiller le chef de l'État et ils portent une vision. Donc, par rapport au portefeuille qu'on leur a confié, à eux maintenant de démontrer, parce qu'ils sont là, c'est-à-dire que cette fonction est inhérente, leur présence, j'allais dire, est inhérente au parti qu'ils représentent. Et donc, à partir de ce moment, ils vont nous démontrer ce que leur parti propose par rapport au secteur, c'est-à-dire au portefeuille qu'on leur a confié chacun. Et bon, donc, on aura l'occasion de voir ces partis-là que nous avons, parce que, évidemment, il faut aussi dire que nous sommes à l'aide des grands regroupements. Et les grands regroupements, ça doit aller avec des visions. Quelles sont les visions de ces partis-là? Donc, quand le chef de l'État fait appel à tel parti par rapport à tel portefeuille qu'on a confié à ce parti-là, c'est l'occasion pour ceux qui ont eu la chance de représenter ces partis dans ce collège de ministres conseillers, de nous montrer quelle est la vision de leur parti, qu'est-ce que leur parti propose par rapport à ces portefeuilles qu'on leur a confiés. Merci à vous, Georges Anagono. Je reviens à vous. Une attente longue, mais qui tombe à point nommé. Pourquoi cette nomination à quelques mois des élections générales? Voilà, là, vous posez une bonne question. Je vois tout à l'heure, Amélie disait que le temps et les objectifs, je ne sais pas s'il est dans le secret des dieux, les objectifs, bon, voilà, de toute façon, si on prend le décret qui a quand même défini leur domaine d'action, ce qu'ils doivent faire, on peut se dire, est-ce que c'est ce temps qui correspond, qui permet de remplir ces objectifs-là? Ce qu'il y a, c'est que on est à 1 an et demi des élections, à peu près. Ils ont peu de temps pour démontrer ce qu'ils savent faire. C'est ça le problème. Parce qu'il y a le temps de prendre le pli,
de connaître le ministère, de pouvoir discuter avec le ministre et de savoir, parce que leur rôle aussi, c'est clair, c'est de voir si les instructions données par le chef de l'État sont traduites dans les actions et sont traduites dans les actions menées par les ministres sur le terrain. Est-ce que ce qu'ils font, ça respecte et le PAG? Ça veut dire quoi? Que chaque ministre conseiller doit maîtriser le PAG, doit maîtriser le contenu du PAG pour pouvoir aller dire non, telle chose, tel que ça se passe dans tel endroit, ne respecte pas réellement ce qu'aurait été et les instructions du chef de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour faire ça, il faut être efficace. Il faut pouvoir trouver que le domaine dans lequel, pour le domaine qui vous a été confié, est un domaine que vous connaissez ou que vous faites l'effort de maîtriser. Parce que, moi je le disais ici, hein, quand on dit qu'ils doivent suivre les objectifs du PAG sur le terrain, ça devient technique. Ça devient technique. Or, on pouvait dire, ces gens qui sortent essentiellement des partis politiques, que oui d'ailleurs, dans le temps, on disait aussi qu'ils devraient aussi servir de relais politique sur le terrain. Et moi, je disais comment ils vont travailler, parce que quand ils vont arriver sur le terrain, est-ce qu'ils vont supplanter les chefs de parti? Est-ce qu'ils vont supplanter ceux qui sont déjà là et qui travaillent le travail politique, je voudrais dire, qui le font de façon quotidienne? Est-ce qu'eux, ils viendront les supplanter? Et puis, quand ils vont sur le terrain, à qui le militant doit rendre compte? Le militant ne rendra pas compte, à mon avis, au ministre conseiller, mais le militant rendra compte aux responsables des partis politiques. Donc, il y a un enchaînement à faire. Il y a un exercice à faire pour coordonner tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait déjà eu, comment on a appelé ça, comité de suivi, en quelque sorte, qui avait son truc là à la présidente de la République aussi, et qui allait suivre ce que les présences, voilà, de suivi, qui faisait ce travail technique là aussi sur le terrain. Donc aujourd'hui, les ministres conseillers vont s'inspirer de ce que faisait ce comité technique pour pouvoir agir dans le domaine. Moi, je ne veux pas déjà commencer par parler des noms sur des domaines donnés pour voir si le profil choisi correspond au domaine qu'on leur a confié. Ça aussi, c'est un débat qu'il faut faire. Et ça permet d'ailleurs de ressortir l'efficacité de la chose. L'efficacité de la chose à telle personne qu'on a placée à tel poste de ministre conseiller, parce que le ministre lui-même est déjà devenu depuis fort longtemps un technicien de son domaine. Un technicien de son domaine connaît bien le domaine et maîtrise bien le domaine, dont tu viendras pas lui raconter n'importe quoi par rapport à ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la nomination, elle est faite. Vous savez, ce qui est nouveau, ça gêne un peu. C'est nouveau. Il faudrait que les gens apprennent à s'habituer à cela. Moi, vous lisez le décret, ils participent même au comité interministériel qui se tient les mercredis. Et autour de cette table-là, ils parleront d'égal à égal avec les ministres, à mon avis. Ou bien ils leur révéleront ce qu'ils ont constaté dans leur domaine donné. Mais le décret dit encore qu'ils feront leur rapport au chef de l'État, pas au ministre. Ils feront leur rapport au chef de l'État. Et on peut se demander, ce rapport-là, est-ce qu'ils ont ça et qu'ils participent au comité interministériel? Est-ce qu'il leur sera permis de dire, dans votre domaine, moi j'ai été sur le terrain, j'ai constaté ceci, ça ne respecte pas ce que le chef de l'État voudrait, alors que normalement, son rapport doit être réservé au chef de l'État. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il lui sera permis de réagir sur le dossier en Conseil des ministres avant de faire son rapport au chef de l'État? Voilà des choses qu'il faudra clarifier pour rendre plus fluide le travail des ministres conseillers. Vous voyez déjà à ce niveau-là, et quand encore plus vous n'êtes pas du domaine qu'on vous a confié, à mon avis, ça va être difficile. Ça va être même plus difficile que lorsqu'on confie un domaine à un ministre. Lorsqu'on confie un domaine à un ministre, le ministre est entouré des techniciens du domaine. Et il écoute, mais le ministre conseiller n'a pas d'équipe qui l'entoure. Selon le décret, il n'a pas un cabinet qui l'entoure. Celui qui a un cabinet, c'est le ministre, qui travaille avec les techniciens. Donc, on verra bien comment est-ce que ce rapport-là se fera sur le terrain pour que ça puisse être utile pour le chef de l'État. Donc voilà, moi, des questions
qu'on peut commencer par se poser et peut-être en cherchant à donner réponse à ces questions-là, nous allons comprendre beaucoup plus amplement la mission des ministres conseillers. Joël Atay-Guédégbé, comment jugez-vous cette coïncidence de la nomination qui intervient à quelques mois des élections générales? C'est Mohamed Yamidi qui disait que le temps politique doit être pris en compte, hein, et on n'est pas dans le secret des dieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quasiment, si on est à 15 mois, 14 de la présidentielle, il faut savoir quand même que les législatives, c'est pour le deuxième dimanche de janvier 2025. 26 ou 26, autant pour moi, oui. Disons, je me considère comme déjà en 2025. D'accord. Manière de dire que... non, qu'il reste un an. Qu'on est à un an des législatives. Il n'y a pas que la présidentielle, il y a les législatives, il y a les communales. Ces deux élections sont couplées. Et j'ose croire que pour la mission qui est attendue de ceux qui sont nommés, c'est-à-dire donner plus de peps politique au gouvernement et aviser politiquement, là où peut-être certains ministres ont le nez dans le guidon ou bien sont omnibulés par des indicateurs techniques et opérationnels, bon, le politique va amener sa touche, va amener son grain de sel, et pour que peut-être l'action gouvernementale soit inclinée, soit orientée et dans tel sens politique. Vous voyez, ce ne sera pas technique, ce sera de la demande politique, ce sera du conseil politique pour les ministres, à mon avis, et une forme d'interface entre la population et les ministres ou les cabinets qui sont là pour servir le peuple, pour servir la population. Donc si effectivement le gouvernement est là pour servir, les partis servent d'intermédiaires, servent un peu d'interprètes ou assurent le plaidoyer, ou devraient assurer en tout cas le plaidoyer en faveur du bien-être des populations. Sinon la politique ne sert à rien si ce n'est pas pour servir les populations. Bon, les gens ont eu leur marocain ou je ne sais pas quoi. Peu d'appelés, beaucoup de déçus peut-être, mais il va falloir que les appareils politiques se mobilisent également. Vous avez parlé tout à l'heure des cabinets ministériels. Comment vont se constituer les équipes autour de ceux-là? S'ils sont seuls face à des ministres, ça n'aura servi pratiquement à rien. En quoi est-ce que les partis, dans une synergie d'action, et c'est en ça que ce que Mohamed Yamidi disait tout à l'heure m'interpellait, me posait problème par rapport à la vision que chaque parti chaque politique à ce niveau va devoir démontrer de son parti. Et il est encore plus gênant de voir que au moins 2 de ces ministres conseillers sont des chefs de parti. Donc, en ce sens-là, quelle politique, quelle vision va être portée sur le terrain? Là, il y a un défi là. J'aimerais bien que Mohamed Yamidi développe. Avec la vision du chef de l'État. Voilà, fondamentalement. La déclinaison qu'eux, ils ont de la vision du chef de l'État par rapport à ce que propose le parti. C'est cette habileté-là qui est recherchée, je pense, à ce niveau. Alors, vous avez pris la parole, vous pouvez bien continuer. Qu'est-ce que vous dites? Oui, vous la gardez. Je pense que c'est sans que Georges trouve à revenir. Pour prolonger, dans le prolongement de ce que disait Joël, je pense que c'est une sorte de, je dirais, si je peux l'appeler comme ça, une sorte de front office. C'est-à-dire que c'est un genre de service clientèle où on fait, à la limite, je dirais, en termes comme ça, de la prospection. Je ne vais pas dire prospection politique. Mais c'est quelque chose que je conçois de cette manière-là, parce que il est apparu que le chef de l'État, ayant été lui-même élu, sans qu'il ne soit issu des partis politiques, il est venu comme ça à la tête du pays. Et vous allez remarquer, et ça tout le monde le disait, que le gouvernement même tel que c'était mis en place, tel que ça fonctionnait, à la limite, je peux le dire comme ça, était un peu déconnecté des partis.
ce qui permettait aux ministres de se concentrer sur leur cahier de charge et de pouvoir donner le résultat conformément à la volonté du chef de l'État qui, de toute évidence, n'était pas dans un élan populiste, qui ne recherchait pas une certaine popularité. Vous voyez? Et donc, à partir de ce moment, voilà le schéma dans lequel on était. Et il y a eu, par la suite, la réforme du système partisan, où on est allé vers de grands regroupements. Et je disais, les grands regroupements supposent aussi qu'on ait une vision. Et c'est parti-là qui accompagne le chef de l'État. Si, entre-temps, le gouvernement a été formé, et Dieu sait que sous la rupture, en tout cas avec le président Patrice Talon, ça ne fait pas beaucoup de nominations. Et donc, à partir de ce moment, je pense que le chef de l'État, politiquement, devrait trouver la passerelle entre les partis et aussi la technicité recherchée au niveau des ministères. Et donc, pour qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire que pour que l'objectif de développement qui est assigné, c'est-à-dire que le résultat par rapport à leur cahier de charge, qu'on ne s'en éloigne pas. Et il me semble que, c'est mon analyse, hein, c'est dans ce schéma-là, c'est dans cette idée que peut-être qu'on a trouvé cette formule de ministre conseiller qui conseille et qui doit aller aussi sur le terrain par rapport à ce qu'on avait dit. Parce qu'on a vu qu'il y avait un manque, une déconnexion entre ceux qui sont à l'exécution, qui sont dans l'action publique et les électeurs, c'est-à-dire que la population. Donc, un défaut là, il n'y a pas un contact franc entre ce que j'appellerais, je ne vais pas dire élus ici, parce qu'ils sont nommés à des postes, et quand même les populations à la base. On ne voyait pas ceux qui étaient dans l'action, d'accord, dans l'exécutif, aller au contact des populations à la base pour leur dire que bon, on a fait telle option, voilà ce à quoi vous devez vous attendre, ça va donner tel, il faudra tel effort, à terme, voilà le résultat qu'on pourrait avoir. Et donc, ces trucs ayant manqué, et il m'est apparu que ces ministres-là aussi, quand on les voit par rapport quand même à la volonté, à l'objectif du chef de l'État qui est important, n'avaient peut-être pas ces carapace-là, ou peut-être pas cet outil-là, c'est-à-dire que cette aptitude, je dirais. Et donc, avec les ministres conseillers, je pense que ce problème-là, on pourrait juguler ça. C'est ce que moi, je pense qu'on peut attendre. Et donc, c'est ma perception de la chose. Il leur reviendra alors de montrer, de nous démontrer qu'ils sont réellement capables de venir, comment je vais dire, en tout cas, pallier à ce manquement-là qui existait au niveau du gouvernement et donc au niveau du système de gouvernance du chef de l'État. Donc, on attendra de voir. Maintenant, par rapport au temps dans lequel la nomination est arrivée, j'avais parlé du temps politique. Évidemment, quand il s'agit de parler de prospection, il est évident que ça doit contribuer quand même à ce que, à tout le moins, puisque le chef de l'État, on n'est pas dans la logique, le chef de l'État n'étant pas dans la logique de revenu, que tout au moins, et ce que le chemin que le chef de l'État a tracé, que l'on puisse continuer ce chemin, je pense que c'est les partis qui doivent beaucoup plus tirer profit de ça, puisque c'est eux, beaucoup plus les partis de la majorité, qui s'apprêtent maintenant à aller maintenant s'installer dans ce fauteuil-là pour pouvoir, de mon point de vue, continuer ce qui a été fait pendant, on est maintenant bientôt à 9 ans et qui ira à 10 ans. Georges Anagonou, pour rebondir sur les propos de Mohamed Ali Hamidi, ces nouveaux ministres conseillers vont-ils apporter une nouvelle dynamique au gouvernement en partant des critères qui ont peut-être présidé leur nomination? Oui, les critères, 7 critères que je connais, c'est que c'est les partis politiques qui les ont fait nommer. Maintenant, au sein des partis politiques, c'est peut-être eux qui ont cherché si c'est ce secteur qu'on nous donne, qui sont ceux qui doivent être les spécialistes, les techniciens, qui peuvent s'occuper de ce. Ça, c'est les partis politiques qui ont fait ça. Mais moi, je pense que il y a une mission politique. Et à la mission politique, on n'a pas besoin forcément d'être technicien du domaine. Là, on fait de la politique. On fait de la politique. Moi, quand vous prenez... Et puisque Hamidi parlait du temps, je voudrais dire que c'est vrai, on vient de différents partis politiques, mais lorsqu'on se retrouve dans le collège de ministres conseillers, on oublie en réalité les partis politiques.
C'est ça l'action d'un gouvernement. On peut faire un gouvernement d'union nationale avec des gens qui quittent différents partis politiques, mais quand vous devenez membre du gouvernement, vous appliquez l'action du gouvernement telle que tracée par le chef de l'État. C'est ça qui a permis, si je reviens, c'est ça qui a permis au premier gouvernement, en fait, le gouvernement qui a le plus duré jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a permis à ce gouvernement-là de travailler sans accroc. Parce que ce gouvernement ne regardait que le chef de l'État et ne pouvait appliquer que le programme d'action du gouvernement. En ce moment-là, donc, vous n'avez pas besoin d'appartenir à un parti politique. Et comme il le disait, il y avait en quelque sorte une déconnexion entre l'exécutif, ceux qui réellement prenaient les décisions et qui faisaient les appliquer sur le terrain. Il y avait en quelque sorte une déconnexion entre eux et la population. Et rappelez-vous, quand le chef de l'État a demandé a choisi de rendre compte, on a envoyé les ministres sur le terrain, mais ils ont été accompagnés par les députés. Parce que c'est les députés qui sont connus par les populations. Ce n'est pas les ministres. Et donc, ils ont essayé d'apprendre l'exercice et de faire le retour. Je ne sais pas si aujourd'hui ils sont devenus plus politiques qu'hier, mais aujourd'hui, avec l'arrivée des ministres conseillers, donc je vous l'ai dit que les ministres conseillers, c'est vrai, viennent de différents partis politiques, mais pas pour faire l'idéologie de leur parti politique, encore qu'idéologie, il faut aller chercher si on en a réellement, pas pour faire l'idéologie de leur parti politique, mais c'est surtout, c'est d'ailleurs ça surtout qu'on dit qu'ils appartiennent à un collège, et je pense que c'est prévu même au coordonnateur du collège. Donc à ce niveau-là, les gens ne sont pas venus en tant que ministres conseillers pour défendre leur parti politique, non. Ils sont venus pour accomplir une mission que le chef de l'État a confiée à chacun d'entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est allé plus loin en les cadrant dans des secteurs bien déterminés. Et c'est pourquoi il disait tout à l'heure, on verra qui est programmé, à qui est confié tel secteur. Et voici le profil de celui-là correspond avec le secteur. Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est des gens qui vont parler avec les ministres, et tous les ministres aujourd'hui sont chevronnés dans le gouvernement de président Talon. Si même au départ vous êtes venus et que vous ne connaissez pas le secteur, tous aujourd'hui maîtrisent parfaitement leur secteur. Et de là à ce qu'un ministre conseiller vient lui dire ce qu'il va faire, je pense que ce n'est pas forcément ça, parce que lorsque le ministre conseiller va faire son rapport au chef de l'État, le chef de l'État va lire le rapport et voir ce qu'il y a de vrai ou de choses là dans ce rapport-là, avant que, c'est pourquoi il disait tout à l'heure, je ne sais pas si en comité interministériel, s'ils pourront prendre la parole, s'ils pourront dire quelque chose par rapport au secteur qu'ils sont en train de diriger. Au même moment, puisqu'on disait que les ministres conseillers, pour moi, en deux facettes. Facette technique, ils doivent faire le suivi technique sur le terrain et par rapport aux actions du gouvernement. Voici ce qui est fait, traduire réellement les intentions du chef de l'État et les instructions du chef de l'État, mais en même temps être politique. Donc, aller faire un travail politique. Est-ce que, si on prend l'équipe aujourd'hui, chacun dans son secteur, est-ce qu'ils ne sont pas plus pour le travail politique que pour le travail technique? Ça, on peut aussi essayer d'analyser cela. Et ce qui saute, enfin, pour moi en tout cas, quand je regarde tout de suite cette équipe-là, il y a certains qu'on peut voir qu'ils sont vraiment à leur place. Et le risque, c'est que s'ils sont vraiment à leur place, ils seront alors beaucoup plus techniciens que politiques. Et que le résultat politique qu'attend le chef de l'État peut ne pas être au rendez-vous. Enfin, c'est pour moi. Tandis que d'autres, ils sont essentiellement politiques. Et donc, le travail technique qu'on demande d'eux prendra un coup. Parce que nous avons dit tout à l'heure, enfin, ce n'est pas prévu dans les tests qu'ils puissent avoir un cabinet. Je ne sais pas s'il y aura des équipes techniques au palais qui vont les entourer dans ce qu'ils doivent faire et qu'on doit mettre à leur disposition. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand on prend l'équipe, quand on regarde les noms et quand on regarde les domaines, on se pose des questions parfois, je ne sais pas, pour dire ce qui est sûr, c'est le chef de l'État qui détermine. Mais moi, en tant qu'individu, Georges Anangoulou, parfois je me suis demandé, mais qu'est-ce que lui il est allé chercher là-bas?
par rapport à son profil. Vous voyez, si vous permettez, on ira tout à l'heure, puisqu'il s'agit de toute façon de notre pays. Donc on pourra donner des noms et regarder si le profil correspond. Sauf si vous voulez éviter la question, parce que vous tardez à me poser la question, mais pour le moment, c'est ce que je pense. Les gens viennent, ils sont de différents partis politiques, mais dès qu'ils rentrent dans le collège des ministres conseillers, ils vont faire exactement ce que le chef de l'État leur demandera de faire. Joël Ataï-Guédégbé, comment cette nomination des ministres conseillers s'inscrit dans la politique générale du gouvernement en tenant compte de leur mission? Non, leur mission, autant que le chef de l'État nous en est informé, d'après le décret, sera d'apporter ce supplément d'âme politique au gouvernement, à l'exécutif. Le chef de l'État a reconnu, à peine à mots couverts, qu'une bonne partie de son gouvernement n'a pas toujours le sens politique, ou en tout cas a accepté la critique que lui faisaient les partis l'accompagnant, et qu'il n'était pas suffisamment consulté, et qu'il n'avait pas suffisamment l'occasion de s'approprier l'action gouvernementale pour bien la défendre. C'est Georges qui a rappelé tout à l'heure l'épisode de la dernière tournée où, en tout cas, il y a eu quelques ratages, pour ne pas trop en dire comme ça. Mais certains aussi ont été finalement surprenants au cours ont démenti un peu les préjugés qu'on pouvait avoir d'eux, parce qu'ils n'avaient pas auparavant l'occasion d'aller sur le terrain, démontrer un peu leur côté politique. Je crois que c'est juste un renforcement politique du gouvernement. Maintenant, quand c'est comme ça, il ne faut pas marcher sur les... Politiquement, on était surpris. Yes. Tu évites d'en parler. Mais bon, non, voilà. non, bon, quand on... Bref. Sinon, en tout cas, il n'y a pas eu que l'étape du mono. Ah ouais, voilà. Non, bon, d'accord. Okay. Si tu veux qu'on parle de Lobogor ou de chez toi, tu ne mourras pas à ce petit jeu-là. Bon, bref, je parlais... Pourquoi il est jaloux? Parce que le gars, il a bien fait la politique sur le terrain. Arrête. Bon. Tu ne mourras pas. Non, je voudrais simplement dire que ce qui reste à faire, c'est que ceux qui sont déjà en place comme ministres pleins et membres du gouvernement, et donc avec voix délibérative au Conseil des ministres, sachent accueillir ceux qui viennent pour les renforcer. Et si jamais l'esprit de compétition, de rivalité s'installait, on aurait raté l'objectif. Le chef de l'État n'en serait que déçu. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de temps pour rattraper, et la mayonnaise, enfin pour rattraper la machine, c'est la mayonnaise ne prenait pas. Mais à ceux qui viennent d'être nommés, ça demande qu'ils aient un sens politique et suffisamment aiguisé, un sens de la gestion des hommes, des personnes, des positions, des situations, pour ne pas créer encore d'autres situations ingérables. Ce sera une responsabilité partagée que de créer ces synergies-là autour des secteurs de suivi que le président de la République a identifiés comme ça pour que ça lui remonte politiquement, pour créer avec lui le lien politique qui semblait manquer. S'ils sont capables de faire ça, oui, Banco, on aurait apporté un plus à la gouvernance. Mais sinon, attendez voir ce que les chauds gras des médias s'occupent du reste, et les réseaux sociaux en plus. Je n'ose croire que notre pays ait besoin de ça, à l'étape où nous sommes. Je le rappelais tantôt, la politique doit être service à la population, service à ceux qui vous ont élu ou non, d'ailleurs. Et de ce point de vue, on ne se rendra que plus désirable si effectivement on identifiait de manière pertinente les besoins des populations, qu'on tentait d'y apporter une réponse et d'avoir la pédagogie qui s'y est, et de ne pas céder à la démagogie qui est souvent si facile quand on est politicien, quand on se veut seulement politique.
Je veux croire que ce seront des cadres suffisamment avisés pour accompagner le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement dans l'amélioration de la perception politique de son travail ou de leur travail. Voilà. Je reviens à vous, Mohamed Liamidi. Que dites-vous de ces nominations dans la politique générale du gouvernement? Bien, écoutez, ça me ramènera pour répondre à votre question. Je vais prendre par la question de Georges tout à l'heure, quand il demandait est-ce qu'ils seront politiques ou ils seront techniques. Je pense que, de mon point de vue, ils seront politico-techniques. Politico-techniques parce que la dose ici, elle est politique, mais adapter cette politique-là, c'est-à-dire qu'à la technicité recherchée, dans le cadre du portefeuille qu'on a confié à chacun de ceux-là dans le collège des ministres conseillers. Parce que quand on agit pour les populations. Et les populations pour lesquelles on agit là doivent comprendre le pourquoi on a fait tel ou tel choix. Est-ce que cela va demander comme effort ou en attendant qu'on ait les résultats de ce choix-là, qu'est-ce qui se passera? Parce que ici, il s'agit, moi c'est pour ça que je parle de politico-technique. Le gouvernement est politique, le chef de l'État est politique, l'action même qu'on mène à la tête du pays est politique. Et quand on mène ces actions-là pour les populations, ils doivent comprendre. Parce qu'en face du gouvernement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'opposition. En tout cas, dans le contexte dans lequel on est ici, qui, elle, veut surfer sur, je dirais, ce qui n'a pas été bien apprécié ou ce qui n'est pas bien fait au niveau du gouvernement, veut surfer sur ça pour dire, ben voilà, écoutez, regardez, voilà. Donc, veut surfer sur ça à défaut. Là, je ne suis pas en train d'attaquer, à défaut de proposer aussi quelque chose comme alternative. Donc, qui est là chaque fois à guetter ce qui ne marche pas ou bien ce qui semble ne pas marcher. Et en face de ça, qu'est-ce qu'elle fait? L'opposition, elle est au contact de ces populations-là pour attirer leur attention sur ça. Et donc, en face, il faut qu'il y ait des gens, et moi j'ai toujours pensé ça comme ça, pour apporter ce que j'appellerais la vérité gouvernementale. En face de ce que certains appelleront peut-être le mensonge de l'autre côté, si on peut le dire comme ça. Je ne dis pas que c'est le cas, mais si on peut le dire comme ça. Et sinon, l'équilibre ne serait pas fait. Mais quand vous agissez, et ceux pour qui vous agissez ne comprennent pas, ceux qui sont avec eux diront tout ce qu'ils veulent. Et là, il n'y a pas le gain. Parce qu'à la fin, il faut le gain politique. Parce que celui qui agit veut aussi quand même qu'on puisse reconnaître que vous avez fait tel ou tel effort. Et ça, le chef d'État le dit souvent. Donc, quand on prend tout ça en considération, on peut sentir le besoin ici de ces personnes qu'on vient de nommer, étant donné qu'ils proviennent des partis, et que ceux qui sont au gouvernement depuis là n'ont pas forcément la coloration politique nécessaire pour faire ce travail-là. Donc, de mon point de vue, voilà ce qui peut justifier ce que nous avons là. Maintenant, les élections approchent, on a besoin, comme je le disais tout à l'heure, du gain politique. Donc, il faut ce contact-là. Je pense que quand on prend même le profil de ceux qu'on a nommés, globalement, et quand on prend parmi les 12 noms-là, la réponse, elle est connue. On voit, mais il y a une teinte politique assez claire au niveau de ces personnes-là, quels que soient les noms que vous preniez, hein, à part 2 ou 3 que moi je ne connais pas trop, celui qui est ministre conseiller au niveau de l'agriculture et du sport que je ne connais pas trop, mais tout le reste, quand vous les prenez, c'est des chefs de parti, c'est des anciens députés, c'est des anciens ministres, c'est des anciens... Donc, a priori, le terrain politique pour eux ne relève pas de l'inconnu. Donc, ils vont faire ce travail-là pour apporter ce plus afin quand même que tout ce qui est fait par le gouvernement puisse avoir un écho favorable au niveau des populations et que, évidemment, que cela puisse se faire ressentir au niveau des jeunes parce que pour ceux qui sont des soutiens du chef de l'État, ils veulent bien quand même que tout ce qui est fait là soit pérennisé et que le développement puisse poursuivre ce chemin-là que le chef de l'État a balisé pendant presque 9 ans déjà maintenant. Georges Anangono, l'opposition n'était pas vraiment d'accord avec la nomination des ministres conseillers en raison des affiliations politiques. N'est-ce pas la raison qui a vraiment retardé cette nomination?
Non, non, cette raison ne devait pas retarder la nomination parce que le chef de l'État, lui, veut et il sait qui il veut nommer. Mais par contre, ce que l'opposition avait dit et ce qui a été porté devant la Cour constitutionnelle, c'est de dire c'est des postes ministériels, mais réservés exclusivement à ceux qui travaillent avec le chef de l'État. Dans les faits, c'est cela. On n'appelle pas quelqu'un qui n'adhère pas à votre politique pour venir gouverner avec vous. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on prend même le technicien, il prend le pli de la politique après. Mais certains trouvaient que c'était gênant. Je pense que parfois, si le patron avait dit de dire, est-ce qu'on avait besoin de préciser que c'est exclusivement ceux qui soutiennent l'action du gouvernement, mais le chef de l'État voulait rattraper un retard. Et il a dit que jusque-là, les partis politiques se sentaient éloignés de l'action gouvernementale, c'est-à-dire de l'équipe gouvernementale, et qu'il était arrivé pour lui le temps de vraiment intéresser les partis politiques à l'action du gouvernement. D'ailleurs, j'ai lu, je pense, au point 3 du décret que les gens qui vont aider à définir l'action du gouvernement. Seulement, je me dis que aujourd'hui, on n'en est plus là, parce que la politique du gouvernement est déjà connue, donc ils peuvent être d'arriver trop tard dans un monde trop vieux, mais enfin, ils trouveront à faire quand on prend. Bon, voilà, je te fais confiance, je pense que les gens vont ajuster le tir. Par contre, ce que je veux... Liamidi parlait de profil tout à l'heure, et moi aussi, j'ai commencé par me poser des questions, mais il parlait beaucoup plus de profil politique, je le comprends, mais j'ai trouvé qu'il y a dans cette équipe des gens qui techniquement ont le profil de là où on les a mis. D'accord? Quand vous prenez Jacques Ayadji, ministre conseiller, infrastructure, gouvernance locale, bon voilà, et puis cadre de vie, vous voyez, vous vous dites, il est déjà de ce ministère et l'infrastructure, c'est son problème. Et puis, étant de ce ministère, je peux quand même souligner cela. Lorsqu'on a fait le remaniement du gouvernement et qu'on a redéfini, on a recadré les choses, l'infrastructure n'existait plus dans les thématiques. Il y avait le ministère de cadre de vie, transport et en charge du développement durable. Donc, infrastructure disparaissait. Aujourd'hui, avec le poste donné à Jacques Ayadji, l'infrastructure est revenue. L'infrastructure est revenue. Et d'ailleurs, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, il ne faut pas... On parle même des infrastructures en ce qui concerne l'électronique. Je pense que ici, qu'on est un peu... On parle de l'infrastructure dans plusieurs domaines. Donc, venir dans un pays où avoir l'ossature du gouvernement et ne pas voir parler quelque part de l'infrastructure, ça posait un peu problème. Et donc, aujourd'hui, avec la nomination de Jacques Ayadji à ce poste-là, on pouvait dire que s'il y avait des points qui sont délaissés, on va les reprendre. On va les reprendre. Et donc, moi, je me pose la question, et c'est ce que je disais, lorsque vous prenez un technicien chevronné comme ça, et Liamidi peut-être répondra tout à l'heure, est-ce que la vision politique, ce qualificatif politique ne serait pas laissé de côté? Par contre, d'autres, vous ne pouvez expliquer que la politique pour justifier leur place dans ce collège-là. Leur poste, du moins, voilà. Leur présence, merci Liamidi, pour justifier leur présence dans ce collège-là. Je préfère peut-être ne pas appeler des noms, mais... Non, il faudra aller jusqu'au bout maintenant. C'est toi qui as commencé. Comme on est là, pour je vais vous laisser le reste. Non. Mais non, Joël, tu ne m'auras pas sur ce plan-là aussi. Parce que je voulais parler des gens que je connais. Mais il y a des noms que, bon, voilà, quand... il faut le dire, quand vous prenez Badamassi, il sera plus politique. D'ailleurs, il n'a appris à faire que ça. Attends, non, je viens sans ce
Non, non, je voudrais... Politique aussi, c'est très important, oui. Joël. C'est ça que je dis. Tu parles du dernier président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité. Et ça, c'était à l'Assemblée nationale. On n'est pas... institution de l'État. Ce que je voudrais... Non, on va se comprendre. Encore à ce niveau-là, c'était encore strictement politique. Premier élu de la deuxième ville de Parakou. Joël. Tu as cherché. On parle strictement de la politique. Je parle de mon Parakou maintenant. On pourrait peut-être lui faire valoir les acquis des pays. Mais je dis, vous allez voir, il va se faire voir beaucoup plus sur un plan politique. D'ailleurs, ce qu'il fait déjà avant d'arriver là aujourd'hui. Vous voyez, quand vous prenez l'enseignement... Certains se sont échauffés. Joël, il ne faut pas m'empêcher de perturber jusqu'au bout. Je te donne la parole tout à l'heure. En fait, tu auras la parole tout à l'heure. Quand vous prenez l'enseignement secondaire, les ordres d'enseignement d'ailleurs, ou bien quand vous allez à la santé, je me suis posé la question. Mais après, je suis apaisé en disant, mais c'est d'abord un truc politique. C'est d'abord un poste que le chef de l'État voulait donner aux politiques. Et je suis revenu à l'homme, le chef de l'État lui-même, qui quand même, sur le plan technique, a toujours montré quelqu'un qui est très exigeant. Très exigeant. Il veut de résultats et il met des gens qui, techniquement, peuvent faire le travail selon ce qu'il veut. Est-ce que, maintenant, vis-à-vis des ministres conseillers, il va demander les deux résultats à la fois? C'est-à-dire l'excellence politique et en même temps l'excellence technique. Quand je vois le casting, je me suis dit que, par moment, et il s'est dit, bon, voilà, au moins j'aurai le résultat politique avec ça, donc je vais laisser passer le côté technique. C'est ça, ce qui, selon moi, pourrait arriver. Et vous imaginez, dans le domaine de la santé, c'est vrai, il y a du social dedans, mais c'est vraiment aussi technique. Est-ce que vous pensez que ce ministre, qui est du domaine, qui est un médecin, qui est un professeur, va se laisser impressionner par quelqu'un qui n'est pas du domaine? Non, il se laissera impressionner seulement lorsqu'il s'agira de politique. Mais techniquement, il ne se laissera pas impressionner. Vous voyez ce que je lui dis? Et donc, à ce niveau-là, en réalité, je disais tout à l'heure que les gens ont peu de temps pour démontrer ce qu'ils sont. Tu permets sur ce cas-là. Ce fameux ministre n'est pas moins un syndicaliste. Ouais, bon, enfin, je le prends sur ce plan technique où il est Non. On a vu M. Chadari récemment quitter le syndicalisme pour la politique et nous dire qu'il était depuis toujours Chadari, en politique. Non, je ne veux pas parler de lui. D'accord, ok. Ce que vous croyez est seulement technique. En plus. Non, pas politique, parfois, bon, plus que vous ne le pensez. Justement, Joël, c'est ce que je disais, selon moi, lorsque je vois tout de suite l'ossature, je vois tout de suite les profils, je vois tout de suite le casting, on peut se demander, mais je dis aussi, par moment, le chef de l'État a préféré le dosage politique par rapport au dosage technique, et que ce qui m'inquiète, étant tel que je le connais, l'avoir vu travailler depuis des années, il est très exigeant sur le plan technique. Il est très exigeant sur le plan de résultats. S'il n'a pas ces résultats, vous n'allez pas vous en sortir avec lui. Certainement que cette fois-ci, il va beaucoup plus s'appuyer sur le résultat politique. Alors venons-en au résultat politique. Comment les gens vont l'obtenir sur le terrain? Ils ne seront pas des animateurs politiques sur le terrain. Ils iront pour s'appuyer. Et moi, on pouvait penser que, en faisant ce casting-là, j'ai oublié un instant que le ministre conseiller n'est pas pour un département. Ce n'est pas le ministre conseiller du zoo, c'est pas ça. Le ministre conseiller a aussi l'envergure nationale, comme le ministre lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devez aussi faire de la politique sur le plan national. Vous devez apporter du plan national. Et on peut aussi se poser la question, quand on a fini de ça, mais tout à l'heure, on parlait de timing. On peut se demander, à 1 an et demi, de la fin de mandat, est-ce que le chef de l'État a encore besoin de positionner les gens politiquement? Politiquement, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que c'était nécessaire? Et après, vous dites, voilà quelqu'un qui, au fait, lui s'est dit, il veut travailler jusqu'au dernier jour de son mandat. Il veut travailler jusqu'au dernier jour de son mandat. Donc, du coup, il se donne les moyens, il se donne les ressources humaines qu'il lui faut pour pouvoir travailler jusqu'au dernier jour de son mandat. Et ce qu'il prend avec lui doit pouvoir être aussi dans
dans cet objectif-là, de pouvoir l'aider à travailler jusqu'au dernier moment. Et après, on viendra à ce que Léa Miri a dit tout à l'heure, ceux qui doivent assurer l'héritage du régime Talon, c'est encore les partis politiques qui travaillent avec lui, c'est encore ces partis politiques qu'on a mis aujourd'hui dans le collège de ministres conseillers. Joël Ataï-Guédégbé, comment vous jugez-vous ce casting tel que Georges aime l'appeler, oui? Non, je ne dirais pas autre chose que lui, même si je l'ai taquiné. Et ne crie pas ça, un civil victoire. Non, fondamentalement, il faudra occuper le terrain. Faire le relais de l'action gouvernementale et faire des remontées. Pour ajuster la machinerie, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, il y a des réglages à faire, forcément. Il y a peut-être des choses... politique. Absolument. Oui. Ce serait... on a parlé du cas Jacques Ayadji qui superpose un département qui est de sa compétence. Bon, je crois qu'il sera suffisamment avisé pour le militant d'expérience qu'il est, le gestionnaire d'hommes et de relations qu'il est, pour savoir discerner. Et voilà, il a même été déjà nommé directeur des infrastructures et des transports auprès du ministre du cadre de vie qui avait un département très large. Donc il y a déjà eu une forme de rodage qui se valide peut-être comme ça. Il reste à savoir s'il va cumuler ses fonctions avec celles de ministre conseiller, j'en doute maintenant. Non, dans les fonctions précédentes, il était censé être technicien, voilà, et maintenant il devient purement politique, et qui plus est en tant que chef de parti. Quand tu dis purement bon, en fait, c'est ce qu'on... Tant mieux s'il a la technicité en lui, ça ne vient que renforcer jusque-là. Oui, ce que le chef de l'État a souvent voulu des uns des autres autour de lui. Donc, on ne va pas se plaindre d'abondance à ce niveau-là. Mais il y a un temps pour tout. Il n'ira pas faire des meetings politiques tout le temps non plus. Donc, je n'ai rien à lui apprendre, je n'ai rien à lui apprendre en particulier. Et on leur souhaite de réussir dans leur mission et surtout de satisfaire les populations. À l'arrivée, si le job est bien fait, les partis dont ils sont issus vont en bénéficier. C'est la logique qui sous-tend cela. Et que le chef de l'État soit partant ne signifie pas la fin de l'action politique du président Talon. Et il a raison de travailler à la perpétuation, d'avoir la consolidation de ce qui est fait et probablement, éventuellement, la perpétuation de l'action menée jusque-là. Personne n'a envie de voir se déliter, se démanteler ce qu'on a si laborieusement élaboré. Donc tout ce qu'on peut faire pour le consolider, lui donner une plus-value, vaut d'être. S'il faut même aller appeler des gens de l'opposition qui ont été des contenteurs irréductibles et les convaincre qu'ils peuvent apporter un plus pour le pays, ma foi. Et voilà. Je crois que de ce point de vue, le chef de l'État a souvent pris à contre-pied les uns et les autres et a démontré qu'il n'est pas forcément l'homme d'un camp, quoi. Voilà. Alors, Mohamed Ali Hamidi, pour attaquer un autre pan du sujet, est-ce que ces nominations vont renforcer ou affaiblir l'équilibre des pouvoirs au sein du gouvernement? Parlons de l'attribution entre les ministres et les ministres conseillers. Si je me réfère au décret, il ne devrait pas avoir d'affaiblissement parce que c'est clairement défini ce que fait et ce qu'est le ministre conseiller et qui de plus ou de surcroît siège à la présidence du nouveau ministère. Et donc à partir de ce moment, il me semble que la passerelle est trouvée, chacun est dans son couloir et on attend quelque chose d'eux. Et il me semble, du point de vue, que le rôle des ministres conseillers, c'est beaucoup plus au côté du chef de l'État et l'appui avec les populations, ou l'ancrage, je dirais. Et donc, à partir de ce moment, je pense, de mon point de vue, qu'il ne devrait pas avoir de chevauchement. Il n'y aura pas d'affaiblissement. En tout cas, dans l'esprit, de mon point de vue, de ce qui est fait là, ça doit renforcer. Ça ne devrait pas affaiblir.
Si affaiblissement il devrait avoir, ça veut dire que quelque chose n'aurait pas marché au niveau des partis qui ont envoyé ces personnes-là pour aller siéger au niveau de ce collège de ministres conseillers. Donc, si je peux répondre à la question de cette manière-là. Maintenant, le fait qu'il soit politique, ou du moins le fait qu'il soit technique, ça ne devrait pas poser problème par rapport à ce que l'on attend d'eux politiquement. Parce qu'en réalité, quand vous avez de la technicité, quand vous appartenez à un parti, quand vous êtes dans les partis, si les partis marchaient bien, si on avait de grands regroupements, on devait avoir beaucoup de profils au niveau des partis et des compétences. Ce qui fait que, par exemple, lorsque, vous voyez, quand on se met dans la perspective de 2026, où, dans l'idéal, c'est un parti qui devrait prendre le pouvoir, c'est-à-dire que le président devrait être issu d'un parti. Alors, à partir de ce moment où le président est issu d'un parti, le gouvernement ne peut pas être déconnecté du parti qui a gagné. Ça peut, et c'est de ça que je parlais tout à l'heure, ça peut peut-être, et pour revenir à ce que je le disais, être un cas d'apprentissage pour ceux-là qui sont dans la fonction de ministre conseiller. Parce que quand on a un parti qui a gagné, le président étant issu du parti, le gouvernement sera aussi formé avec les hommes du parti, avec les cadres de ce parti-là. Parmi eux, il y aura les financiers, il y aura, je sais pas, les gens de sécurité, il y aura les administrateurs, il y aura ainsi de suite. Ces divers profils-là qui feront que former un gouvernement ne serait pas si compliqué que ça. Et si les gens, on avait pris l'habitude d'animer la vie politique et que ceux qui composent les partis portaient, comment je vais dire, leur vision par rapport, ou du moins oui, je peux le dire comme ça, leur vision par rapport à la vision globale de leur parti, on sait que telle personne, voilà ce qu'il pense, voilà ce qu'il prône. C'est un exemple, hein, je sors un peu du pays. Quand on a nommé Barnier, Michel Barnier à la tête en tant que Premier ministre, tout le monde sait que Barnier c'est un homme de droite et on connaît à peu près ce que c'est que la politique de droite, donc quel genre de politique il peut appliquer. Et donc par rapport à ça, s'il quitte ce chemin-là, automatiquement on est en mesure de dire que voilà, c'est pas ce qu'on peut attendre. Donc pour moi, combiner la casquette politique et la technicité, ça ne devrait pas poser problème si les partis fonctionnent normalement et que la vie politique est animée en fonction. Parce que c'est dans les partis qu'on forme les cadres. La cohésion sociale, la gouvernance d'un point de vue global, c'est dans les partis qu'on forme les gens à ce qu'ils puissent accéder, dès qu'ils accèdent aux fonctions, qu'ils puissent gouverner, c'est-à-dire que venir décliner la vision de leur parti par rapport à ces portefeuilles-là. Donc, on peut combiner les deux. Et l'idéal, c'est qu'on en arrive là. Et j'espère que d'ici 2026, on pourra réellement voir ça. Ça ne sera peut-être pas tout à fait, ça ne sera pas parfait, mais on peut avoir le début de ça. Et qu'on espère que d'ici les 10 années à venir, que la machine serait proprement lancée et on aurait des partis au pouvoir avec des visions claires et on sait que telle personne appartenant à tel parti, s'il occupe telle fonction, on sait à peu près ce qu'il peut faire à la tête de ce portefeuille ministériel. Oui, allez-y. Mohamed Yamili sur ce propos de spécialisation au sein des partis, pour dire que ce n'est pas seulement ceux de la majorité présidentielle qui devraient s'organiser comme ça. Une opposition sérieuse devrait être découpé, devrait avoir des profils qui taclent, qui marquent à la culotte ceux qui sont en charge de l'action gouvernementale. Jusqu'à peut-être pas forcément avoir le concept du shadow cabinet comme en Angleterre. L'opposition se prépare secteur par secteur à prendre la relève, à incarner une alternative en cas d'alternance. Ici, souvent, c'est l'impasse quand il y a une alternance parce que on ne s'est pas préparé, on a souvent passé son temps en jérémiade, en récrimination, dans l'opposition. Il y a de quoi s'occuper, même quand on est opposant, il y a de quoi travailler et à suivre résolument le gouvernement dans chaque secteur. Et dans son découpage, il faut le traquer justement pour relever ce qui ne va pas et éventuellement proposer mieux. Merci à vous, Georges Nagono. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Non, ce que je vais ajouter, c'est que lorsqu'on s'en va lire, c'est vrai, nous parlions de côté politique et de côté
technique, mais lorsqu'on s'en va lire le décret, qu'on parcourt un peu la mission, ce qui est donné au ministre conseiller, on voit que le côté technique domine. En tant que la mission technique qu'on veut leur confier sur le terrain domine. Expliquer les actions du gouvernement, expliquer les politiques, les positions prises par le gouvernement, faire tout pour implémenter la vision du gouvernement par rapport à tel secteur. Je pense que c'est les missions confiées. C'est pourquoi il disait tout à l'heure que tel que je connais le chef de l'État, c'est vrai, il a l'ambition de la politique, mais lui, il a surtout l'ambition que la politique gouvernementale puisse être un succès et que dans chaque secteur, on puisse aller trouver. Sinon, on peut se demander, mais quel est le résultat politique qu'on veut obtenir? Non, lui veut obtenir le résultat politique à partir de résultats techniques. Est-ce que tel programme, tel secteur, telle vision qu'on a retenue, qu'a exprimé le chef de l'État, est-ce que ça se traduit dans le secteur tel que le chef de l'État, ça permet, là, exprimer par exemple, ça permet de revenir, et là peut-être on peut trouver que leur importance au comité interministériel devient de montrer en ce moment-là, parce que ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils ont vu, que ça ne se passe pas comme le chef de l'État aurait voulu, ils peuvent aussi certainement intervenir, mais entre-temps aussi faire leur rapport au chef de l'État pour que le président puisse décider de ce qui va se passer. C'est peut-être alors en ce moment qu'on verra le résultat politique, c'est-à-dire les populations qui apprécient les actions du gouvernement, qui trouvent que le gouvernement fait ce qui doit être pour leur donner satisfaction, vont maintenant politiquement apprécier le chef de l'État. Parce que je cherchais, je me dis, le ministre conseiller, il est ministre conseiller pour tout le Bénin. Il n'est pas ministre conseiller du mono. Et donc, je me suis demandé politiquement, qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, lorsqu'il fait implémenter la politique du gouvernement, lorsqu'il essaye de relever les petits problèmes qu'il y a sur le terrain et rapporte ça au niveau du gouvernement, ça permet d'ajuster les actions et de mettre finalement en pratique ce que le chef de l'État aurait voulu et de mettre finalement en pratique ce qu'aurait retenu le programme d'action du gouvernement. Et en ce moment, le chef de l'État, lui, est convaincu que si ce qui a été retenu pour l'action du gouvernement, dans le programme du gouvernement, si c'est exécuté comme cela se doit, que lui doit avoir le gain politique, parce que par derrière, les gens vont apprécier son bilan et les gens vont alors pouvoir le porter en triomphe par rapport à son action sur le terrain. Moi, c'est là où je commence par trouver l'importance politique de la chose. Est-ce que vous pensez que des critères devraient idéalement guider cette décision? La décision du chef de l'État? Oui, la nomination. Ah oui, non, attends, si vous gérez pour nous. C'est vrai que le chef de l'État, oui, je vois ce que vous voulez dire, que le chef de l'État vient dire, c'est la finalité de l'action qu'il cherche. C'est la finalité. Vous savez, vous vous rappelez qu'il a dit, j'aimerais bien être acclamé, comme tout le monde, mais je voudrais demain, quand je passe, mes compatriotes puissent dire, c'était difficile, mais il a fait. Il a fait. Et donc, recueillir le gain après coup. Après coup, politiquement aussi, c'est pas forcément pour quelqu'un qui veut être réélu. Parce qu'on peut te faire partie, mais après coup, le peuple va dire, ça c'était difficile, mais il a fait, mais il est déjà parti. C'est pourquoi il disait que, j'ai toujours dit, lorsqu'il avait dit, il va faire un mandat, ça l'est parti, je dis, il avait tort. Il fallait qu'il fasse 2 mandats. Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, on voit les fruits des réformes, on voit les fruits des efforts qu'il faisait au cours de son premier mandat. Il allait laisser ça et en mi-chemin comme ça est parti, on ne pourra plus l'apprécier. Hein. Vous voyez ce que je lui dis? Je disais souvent aux gens que quand je croisais des gens sur le plateau, certains qui étaient très très informés avaient pris le programme, le PAG1, l'ont étudié correctement et vont te dire dans tel domaine, c'est peut-être que vous êtes à 10%, dans tel domaine, c'est peut-être que vous êtes à 5%, mais aujourd'hui, on ne peut plus. Quand on veut aller apprécier les résultats, je pense qu'à plusieurs reprises, on a déjà dépassé peut-être les 50, les 60%
d'un programme d'action. Et lorsque vous pouvez arriver à ce niveau-là, vous pouvez dire, ah, j'ai réussi. J'ai réussi parce qu'on n'attend pas d'un programme que vous puissiez l'avoir à 100%. C'est rare dans la vie de l'homme. Mais si ce programme d'action qu'on avait vérifié, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que les ministres conseillers vont aider à beaucoup évoluer sur le programme d'action. Et demain, quand on va faire le bilan, on trouvera peut-être que dans tel domaine, on est arrivé jusqu'à peut-être 110%, dans tel domaine, on est arrivé à 80%, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, le résultat, en ce moment-là, sera apprécié et le gain politique, alors, ce serait pour les amis de l'Amidi, c'est-à-dire ceux qui sont là aujourd'hui et qui veulent perpétuer la politique du gouvernement après, la politique du président Talon après. Merci à vous, Georges. Anangono, vous avez quelque chose à ajouter? Je suis quand même un peu surpris. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien lu, mais je crois que j'ai lu quand même. J'ai fait l'effort de lire, de relire. Je n'ai pas trouvé un portefeuille qui prend en compte le secteur de l'énergie. Ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris par rapport, quand on sait quand même la priorité que le chef de l'État accorde à ce secteur-là. Bon, peut-être que ça peut être encore corrigé, à défaut d'ajouter un 13e. Je n'en sais rien, la liste est bouclée, il me semble, parce que le décret a prévu 12. Et donc, peut-être qu'on va rajouter ça quelque part, parce que je me suis dit... Non, au fait, ce sont aussi des actions prévues par le gouvernement, qui existent dans le programme d'action du gouvernement. Et si on dit qu'ils sont là pour voir si le programme d'action du gouvernement, on peut aussi tout embrasser, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que quelque part, si on prend le rôle de certains, on peut trouver dedans on peut trouver. Parce que je me suis dit, service public, ça ne doit pas être ça. Parce que service public, je crois que lui, il est bien à sa place. M. Yardéou, c'est un informaticien bien connu. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il est bien à sa place. Ça va concerner probablement tout ce qui concerne la digitalisation, la dématérialisation, tout ça. Mais je n'ai pas vraiment vu quelque chose qui a rapport avec l'énergie. Aurait-on pu ajouter la gouvernance locale avec on l'a ajouté au portefeuille de M. Yadi. Oui, peut-être que les services publics et la gouvernance locale auraient mérité d'être ensemble pour les services aux populations. Bref. De toute façon, toute action doit concourir au programme d'action du gouvernement, à l'implémentation du... On va espérer que... Oui, de toute façon, comme je le dis, à l'implémentation du programme du gouvernement, dans le programme du gouvernement, l'énergie a une très bonne place. Donc, on ne peut pas parler globalement du programme d'action du gouvernement sans parler de l'énergie, je suppose. Merci à vous. Autre sujet sur la table, le Ghana a récemment démontré qu'une opposition peut renverser la majorité dans un système démocratique. Il devient ainsi le 5e pays à donner cet exemple rare mais inspirant, avec des campagnes stratégiques, un message cohérent et des institutions solides. L'opposition ghanéenne a montré qu'une alternance pacifique est possible avec la réélection de l'ancien président John Mahama. Je vous invite à suivre cet élément. La commission électorale vient de ses résultats. Elle donne la victoire au premier tour au président sortant, John Dramani Mahama, et à son parti, le NDC, avec 50,7% des voix. Il l'emporte donc au premier tour devant l'opposant Nana Akufo-Addo du NPP, 47,7% des suffrages. Et ce, avec un taux de participation massif, près de 80% des électeurs se sont rendus aux urnes. Il a fallu attendre 3 heures dans la salle de presse de la commission électorale avant que ces résultats ne soient proclamés. Dans une autre salle, une réunion avait lieu, une réunion de la commission électorale avec le Peace Council qui rassemble des leaders religieux et des leaders de la société civile, ainsi qu'avec les représentants des partis NDC et NPP notamment. Il faut dire que le NPP avait dénoncé un peu plus tôt des fraudes, demandant que la proclamation des résultats soit retardée, le temps d'examiner les problèmes soulevés par l'opposition. Le parti avait aussi proclamé la victoire de son candidat, Nana Akufo-Addo, et appelé toutefois ses partisans à garder leur calme. Leurs représentants ne sont pas venus assister à la proclamation des résultats ce soir, contrairement à ceux du NDC. Toutes les rues autour de la commission électorale sont bloquées par des blindés depuis hier pour éviter que les partisans du NDC ne viennent célébrer la victoire comme ils l'avaient fait en 2008 sous les fenêtres de la commission électorale. Les policiers ont dispersé en fin d'après-midi avec 2 canettes de gaz lacrymogène les quelques 200 militants du NPP qui manifestaient à quelques 200 mètres avec leur vuvuzela. Joël Ataï-Guédégbé, comment expliquez-vous la réélection de l'ancien président John Mahama?
Le retour aux affaires de John Mahama, parce que il y a 8 ans qu'il avait laissé le pouvoir battu par Nana Akufo, et cette fois-ci, il prend sa revanche face au vice-président Mamadou Baoumia du président Nana Akufo. Cette victoire de John Mahama s'explique certainement par une forme d'échec économique du NPP de Nana Akufo. Ne serait-ce qu'à travers quelques indicateurs, ceux de la monnaie, ceux du chômage et ceux de l'inflation. Et dans ces domaines-là, l'équipe du président Nana Akufo, en 2 mandats de 4 ans, n'a pas su donner satisfaction aux Ghanéens, à l'évidence. Non pas que M. John Mahama, pendant qu'il était là, ait fait extraordinairement mieux. Au contraire, pendant qu'il était là, il portait le titre peu envieux de père du délestage. On l'appelait Doumsor là-bas, enfin Mr. Doumsor, pour dire qu'il était Monsieur Délestage. Et ça dit un peu tout de la part d'échec, d'impasse que M. John Mahama avait incarné quand il était là. Mais sur 12 candidats que les 2 partis majeurs du pays aient tiré leur épingle du jeu en restant plus de 90% des suffrages, indique au moins que le pays est structuré idéologiquement et de manière partisane, de manière assez clairvoyante, si bien que quand l'un ne peut pas assurer, les électeurs ou les populations ont le choix de tenter encore. Je ne vais pas dire leur chance parce que c'est la vie des gens qui se joue. C'est des jeunes qui sont au chômage. C'est quand même un taux très important de chômage. C'est beaucoup de pertes de pouvoir d'achat et j'en passe. Donc, c'est une nouvelle chance qui est donnée à l'équipe du NDC, le parti de l'ancien président Jerry Rawlings, dans lequel John Mahama a fait ses classes en tant que ministre des Sports, de la Communication, avant d'être vice-président du président Atta Mills, qu'il a suppléé au pied levé lorsqu'il est décédé. Bon, c'est un drôle de destin pour quelqu'un qui n'a jamais forcé, mais bon, qui se retrouve là avec cette fois-ci une occasion de donner le meilleur de lui-même. Il s'est engagé notamment à lutter contre la corruption. J'espère, sérieusement, j'espère qu'il aura les moyens, qu'il va être plus que volontaire dans ce domaine, parce que pendant qu'il était là, la corruption était déjà rampante. Et l'héritage que le président Rawlings a laissé a été dilapidé par les différentes alternances ou les différents gouvernements qui sont succédés, y compris par les gens de son camp. Donc si le Ghana veut aller à la rédemption, cher au président Kwame Nkrumah, et veut se réhabiliter, parce que l'exode des jeunes Ghanéens a recommencé, ce qu'on n'avait plus connu depuis très longtemps. Donc le défi est important, les potentialités du Ghana restent importantes, et ce ne sera pas un chèque en blanc pour le nouveau président. Je crois que l'opposition du NPP sera résolue, sera assez forte. Le marquage à la culotte va être tel qu'ils n'auront d'autre choix que de réussir. Il le faut pour eux, pour nous en Afrique de l'Ouest, pour le reste de l'Afrique. Le Ghana abrite actuellement le siège de la ZLCAF aussi. Et il faut qu'ils arrivent à incarner effectivement ce dynamisme voulu pour les économies africaines, pour l'intégration, pour la stabilité. Malgré tout, il y a eu 2 morts, c'est toujours 2 morts de trop. Et si on a été obligé de sortir les blindés, c'est que toute velléité de violence n'est pas à écarter. Mais il faut se féliciter de la tenue générale de leurs élections. Et c'est pas seulement les pays anglophones africains qui y sont abonnés. Ils le sont un peu plus que les francophones. N'oublions pas de rendre hommage aux Sénégalais pour ce qu'ils ont fait, même à l'opposition sénégalaise. Et pas celle du PASTEF qui a pris le pouvoir, mais celle de la majorité qui a déjà perdu sous Macky Sall et qui a perdu encore aux législatives et qui a su reconnaître sans embâche sa défaite. En gros, en Afrique de l'Ouest, il y a mieux que des putschs, il y a mieux que des transitions qui s'éternisent au nom de au nom du souverainisme, au nom de je ne sais quoi.
Et on peut être souverain, on peut être plus rigoureux également dans un cadre démocratique. Et à notre Sénat ici, de prendre autant que faire se peut, exemple sur la commission électorale du Ghana, qui a beaucoup fait pour les résultats qu'on souligne entre deux élections. C'est une commission électorale qui n'est pas restée à dormir. Et nous n'avons pas encore au Bénin la possibilité d'identifier avec certitude celui qui se présente, même avec une carte biométrique, parce qu'on n'a pas les lecteurs biométriques pour s'assurer de qui est là. Et la voie est toujours ouverte au bourrage d'urnes, tant que les partis au moins ne sont pas présents dans les bureaux. Le Ghana a franchi ce seuil-là grâce à une commission électorale professionnelle résolument tournée vers son travail, à accepter des politiciens. Et je pense que nous pouvons faire autant que le Ghana si nous nous y mettons. Georges Anangono, que dites-vous de la au pouvoir par l'opposition avec à sa tête un ancien président? Oui, vous savez, en démocratie, c'est comme on va au marché. Si vous savez faire de la publicité, si vous savez vendre votre produit, et vous allez revenir à la maison avec un bon résultat. Parce que, si vous suivez bien ce que Joël disait, celui qui a fait son retour n'avait pas un meilleur résultat quand il était là. Seulement, ce qui compte aussi en démocratie, c'est les moyens que vous utilisez. Il a parlé de la Sénat, il a parlé des différentes structures qui ont fait, qui ont bien rempli leur mission, et au vu et au su de tout le monde, parce que l'élément central aussi en démocratie en ce qui concerne les élections, c'est la transparence. Elle est fondamentale. Et comme on le dit, si vous savez que avec la transparence, avec tout ce qu'il faut, vous êtes battu, c'est que vous êtes battu. Et l'exemple qu'on donne souvent, quand on donne l'exemple de la France, regardez, depuis De Gaulle, quand vous faites le point, les socialistes ont accédé au pouvoir peut-être, disons, du 1/5 de ce que la droite a fait. Mais ça n'a pas empêché de reconnaître que nous sommes dans un pays démocratique. Parce que souvent, les choses ont été faites de façon claire, de façon démocratique. Et quand vous êtes battu en démocratie, vous allez vous reposer. Il parlait tout à l'heure du parti gouvernemental qui a quand même est au pouvoir, mais qui a laissé organiser l'élection comme cela se devrait. Et finalement, a été battu. Mais je voudrais dire que... C'est empressé de reconnaître. C'est même empressé, voilà, de reconnaître pour dire vraiment nous sommes battus. Et c'est cela aussi le jeu démocratique. Si, malgré tout, avec la transparence, tout ce qu'il faut, vous êtes battus, c'est que vous êtes battus. Et c'est ce que je disais, les socialistes ont souvent été battus en France, mais ça n'a pas remis en question la démocratie. Cela, on peut exiger qu'il y ait plus de proportionnel dans les élections pour permettre une représentation équitable de l'opinion publique. C'est tout. Mais n'oubliez pas que ce pourquoi aussi nous sommes qualifiés en tant que Bénin, c'est l'alternance pacifique que nous avons de par nos élections. Les élections passées 2016, c'est ça? C'est à 2016 que le président c'est l'opposition qui a pris le pouvoir dans notre pays. C'est l'opposition qui a pris le pouvoir avec le président Talon. Donc, nous savons aussi ici que la chose est possible. La chose est possible, mais ça dépend de comment est-ce que l'opposition s'organise. C'est vrai que quand on arrive à ces moments-là, arrive une période de confusion terrible dans notre pays. Parce que rappelez-vous, quand on faisait les coalitions, vous allez voir les mêmes qui étaient autour de Yaïbouni, c'est eux qui ont couru parce qu'ils vont voulu le vent venir, qui ont formé la coalition avec le président Talon. Peut-être ça, mais encore que ça, démocratiquement, c'est leur droit de pouvoir le faire. Est-ce que ce qui constitue la force aussi des blocs de grands partis comme au Ghana, c'est que aujourd'hui le parti qui a perdu va commencer par se reconstruire sur les erreurs de l'autre parti qui est venu au pouvoir. Oui, on se reconstruit sur ces erreurs-là et ça permet, et c'est ce qu'ils ont fait au Ghana. Le parti d'opposition s'est reconstruit tout le temps sur les erreurs de l'autre et a vite fait d'oublier ses erreurs à lui quand il était au pouvoir. C'est ça aussi le peuple. Et parfois, oui, voilà, heureusement, il n'est pas sur le plateau. Agapit a l'habitude de dire que le peuple a la mémoire courte.
Vous voyez que c'est vite fait que les Béninois oublient. Non, c'est tout de même. Mais vous devez, quand vous êtes au pouvoir, vous devez être sûr que les autres vous attendent, ils vous guettent et qu'ils sont en train de chercher à se reconstruire sur les erreurs que vous allez faire au pouvoir. C'est pourquoi je vois certains parfois, ils disent, oui, mais qu'est-ce que l'opposition propose? L'opposition va proposer quoi à partir de quoi? Mais le moment venu, lorsqu'arrive la période des élections, c'est en ce moment que les propositions sortent et qu'on vend ça. Mais ce serait bien qu'on soit en train de s'organiser, de se préparer. Si quelqu'un vient pour dire les réformes, par exemple, que le président Talon a menées dans le cadre des impôts, des finances de notre pays, par exemple, si quelqu'un trouve à redire là-dessus, c'est en ce moment que l'opposition doit intervenir. Et vous parliez tout à l'heure de formation et tout. En formant des gens très avertis, ils vont trouver que cette réforme-ci, dans tel domaine, n'est pas une bonne réforme parce que ça nous a conduit à temps. C'est le travail qu'une opposition doit faire. Et je pense que les Ghanéens n'ont pas fait autre chose. Le parti d'opposition qui était là, et on l'a dit, Joël venait de le dire, à un moment donné, et moi c'est effectivement, après le passage de Rollins, le Ghana a repris le chemin de la prospérité. Le Ghana a repris le chemin de la prospérité, je me rappelle, dans les années 89, 90, moi j'étais au Ghana, et j'ai vu comment, quand tu quittes d'autres pays, quand on voit ce que les Ghanéens font, mais en ce moment-là, quand tu rentres au Ghana, tu dis, mais c'est pas possible, c'est quand même les Ghanéens qui sont si disciplinés ici, c'est ce que Rollins leur a inculqué. Et ça a permis de lancer l'effort économique. Le Sidi a repris de la valeur, mais après lui, on n'a pas su garder. Et ça aussi, ça peut nous donner des leçons pour dire les réformes que le président Talon apporte aujourd'hui. Est-ce que nous sommes sûrs, là où il a porté l'étendard, jusqu'au niveau où il a poussé le Rubicon, est-ce que ceux qui vont suivre vont comprendre que pour construire le pays, c'est de cette manière que nous devons le faire. Et c'est là où nous devons appeler l'opposition aujourd'hui et pour dire qu'est-ce que l'opposition est en train de préparer. Quand vous critiquez l'action de celui qui est là, vous annoncez, vous, si vous étiez là, qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à l'action du régime en place? C'est comme ça qu'une opposition se construit. Ce n'est pas de rester là à s'occuper que de l'action politique et de ne pas un travail de culture, un travail d'organisation. Parce que, au fait, ce que le président Talon fait aujourd'hui, puisqu'il est un être humain, c'est possible qu'on fasse mieux. C'est possible qu'il y a mieux qu'on puisse faire. Mais qui est en train de réfléchir par rapport à ce qu'il y a de mieux, par rapport à ce que le président Talon fait aujourd'hui, pour pouvoir proposer ça en 2026. Ça aussi, c'est important. Et on l'avait dit, quand on a fini le code, moi j'ai dit, allez maintenant sur le terrain, allez travailler. C'est ça qui est important pour préparer l'avenir. Et que ceux qui avaient, comme et notre Sénat par exemple, puissent travailler et avoir ce que je viens de dire, et cette renommée de la Sénat du Ghana qui a su organiser les choses pour que tout le monde puisse y voir de la transparence et que le parti qui a perdu puisse même se dépêcher de dire « Ah, nous avons perdu » parce qu'ils savent que le jeu a été clair et que c'est le résultat le terrain qui n'est pas le bon pour eux. Donc voyez-vous, nous ne sommes pas trop loin de ces pays que vous avez cités là, parce que nous avions une réputation au Bénin, c'est que nous assurons l'alternance au pouvoir sans violence, mais de façon démocratique. C'est ce que nous avons fait jusque-là et c'est ce que nous ferons aussi en 2026. Merci à vous, Georges Anagonou. Mohamed Ali Hamidi, est-ce que cette victoire de l'opposition au Ghana ouvre de nouvelles perspectives pour l'alternance démocratique en Afrique? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre en n'analysant pas le sujet sur l'aspect d'opposition et de mouvance. Parce que, en réalité, moi, je souhaite qu'un jour qu'on puisse en arriver à oublier, du moins à donner moins d'espace à ces thèmes-là, opposition, mouvance. Pour moi, à la limite, je le dis comme ça, c'est des indicateurs de sous-développement. Ce qui compte, c'est le parti. Ce qui compte, c'est la proposition, c'est la vision, c'est ce que propose le parti aux citoyens, aux populations qui deviennent plus tard des électeurs.
Pour moi, c'est ça ce qui compte. L'alternance doit être basée sur cela. Et non le jeu de opposition mouvance, c'est-à-dire quelqu'un quitte, quelqu'un vient, quelqu'un quitte, quelqu'un vient. Parce que là, c'est pour ça qu'il faudra. Non, c'est même pas que. Est-ce que, Yabidi, tu as vécu la pensée unique? D'accord, tu n'as pas vécu, tu es jeune. C'est pour ça que la pensée doit être plurielle, en fait. Et quand la pensée est plurielle, cela se traduit par les positions des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle opposition et mouvement. Non, pourquoi tu ne sais pas porteur? Si tu penses qu'en 2016, il y a eu alternance, c'est que c'était porteur. Ce n'est pas un parti d'opposition qui a gagné. On vote contre quelqu'un et ça arrange quelqu'un. Non, je pense que en 2016, en 2016, on avait un discours qui était un discours séducteur. D'accord? Donc ce discours-là a séduit les gens en 2016. Disons les choses telles qu'elles sont. Tu comprends la vérité? Je le concède. Non, mais tu le concèdes. C'était ça. Et moi, j'avais peur. J'ai dit, je ne veux pas avoir ma femme en face du président Talon parce que son discours est trop séducteur. Vous savez pourquoi je le concède? Je le concède parce que, peut-être que c'est pas ça le débat qu'on fait. Parce que quand on dit ça, c'est-à-dire que ça veut dire que ceux qui ont choisi, c'est-à-dire idéalement, ils ont adhéré à la vision du candidat. Et que quelques mois après, on commence par crier comme si on n'a pas fait attention, comme si on n'a même pas fait attention à la personne qu'on portait dans le fauteuil. Moi, je suis surpris. C'est pour ça que je disais que je le concède. Et donc, à partir de ce moment, il faut qu'on vienne au débat, que les idées prennent le pouvoir. Quand on va arriver à transcender pour arriver à ce niveau-là, on va quitter cette phase de opposition où on ne propose pratiquement rien. On ne veut que attendre que l'autre quitte. Et on dit, bon, qu'est-ce que vous proposez? Non, il a fini, il va partir. Parce qu'il doit partir. Parce qu'on doit réaliser l'alternance. Non pas parce qu'on veut régler les problèmes des citoyens. Quand je reviens au cas ghanéen, d'abord, c'est d'abord la victoire de la démocratie. La victoire, en fait, c'est-à-dire que les grands partis, les grands regroupements, puis c'est ça qui a permis un environnement assez clarifié, qui a facilité le choix aux Ghanéens qui ont cru devoir choisir tel autre parti au lieu de tel, non pas forcément parce que sur la base d'un résultat, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il a déjà gouverné, il est par ailleurs le premier président à revenir au pouvoir par la voie des urnes. Et pour n'avoir pas eu un meilleur résultat, c'est ça qui a amené Nana Akufo-Addo au pouvoir. Et donc, moi, je ne veux pas expliquer le comportement des peuples, je ne vais pas dire africains, parce qu'il me semble que c'est général. Mais après tout, c'est le jeu de la démocratie. Ensuite, il y a les institutions, la force des institutions. C'est les deux constats que moi je fais ici. La Sénat qui est restée dans son couloir, qui a essayé de faire un travail professionnel. Et je pense qu'on est en train petitement d'aller sur ce chemin-là ici aussi. Donc, quelque chose qu'il faut reconnaître. Le parti au pouvoir qui s'est empressé de reconnaître sa défaite. C'est ça que j'appelle la force des institutions. Dès lors que le résultat, il n'est pas question de dire on nous a gagné, ils nous ont volé, ou bien on a fait... Ouais, ces genres d'interprétation souvent, c'est ça qui fait le lit à tout ce que nous avons observé et qui nous amène à nous enliser dans cette conception d'opposition et de mouvance. Le jeu démocratique ne sera pas suffisamment clair si nous restons, à mon avis, dans ces concepts. Donc, c'est une belle leçon de démocratie et une belle leçon, encore que ça se déroule en Afrique et dans la région ouest africaine. On peut aussi le faire, on peut aussi avoir ça à l'idée ici. Seulement que c'est une question de culture. Il faut d'abord accepter, de mon point de vue, si je fais la transposition de ce qui s'est passé là-bas ici, il faut d'abord accepter ici que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. C'est ça que je trouve que les acteurs politiques ici ont du mal à accepter. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. On en prend acte. Et après, on discute. C'est ça l'essence. C'est-à-dire que c'est ça le travail que nous devons faire ici. Et non dire que la loi, c'est la loi des uns, c'est la loi des autres. Parce que c'est l'ensemble de ces considérations qui ne nous amènent pas à... comment je vais dire, à exceller dans ce que nous avons commencé par faire depuis 1990, parce que, de mon point de vue, même si en voulant répondre à la question de Georges tout à l'heure, je suis un enfant de la démocratie. Et donc, à partir de ce moment, si je me mets dans le contexte de ce que nous avons commencé par faire depuis 1990 à aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment excellé. On a fait beaucoup plus de surplace. À la limite, on est resté dans un contentement. Comment appelle-t-on, à dormir sur le laurier en parlant de ce que nous appelons alternance, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un quitte,
et quelqu'un vient, pas forcément pour le mieux-être ou l'avancée du pays, de tout point de vue. Donc, pour moi, c'est l'essentiel qu'il faut tirer de ce qui s'est passé au Ghana pour venir améliorer ce que nous faisons ici et que les hommes, tous autant que nous sommes, les Béninois et principalement les acteurs politiques puissent, à la limite, je dirais, changer de logiciel et se mettre sur ce chemin-là qui est ce qui nous amènera vers la gloire. Parce qu'il faut avancer. Comme moi je fais aujourd'hui, curieusement, nous sommes le 11 décembre. Et le 11 décembre, pour les Béninois, ça évoque ce que ça évoque, la constitution du 11 décembre 1990, même si, entre-temps, ça a été révisé. Je ne vais pas faire un autre débat, hein, et que certains disent. Donc, voilà pour moi, enfin, c'est l'orientation que moi, je donne au débat, et c'est l'appel que je voudrais lancer à tous les Béninois et à toute la classe politique, parce que souvent les gens disent, c'est les politiciens, c'est les politiques, en réalité, bon, tout le monde est politique, hein, parce que après tout le monde sait ce qu'il pense intérieurement, et si le pays doit évoluer sur tous les plans, ce sera l'effort de nous tous. Donc pour moi, je reviens encore une fois pour dire globalement, je retiens deux choses: les grands regroupements, la clarification, le fait que l'environnement politique est clarifié, ça a favorisé ce que nous avons vu là. Ensuite, il y a la force des institutions. Ça doit être quelque chose de primordial. Nos institutions, aussi bien les institutions parties, hein, parce que c'est lorsque les partis seront à la limite des institutions parties, parce que ce sont les hommes issus de ces partis-là qui ont animé les institutions démocratiques du pays. Et donc, c'est en ce moment que nous aurons la force des institutions qui va s'imposer à tout le monde. Et dès lors qu'on va proclamer un résultat, ça sera le résultat accepté de tous. Mohamed Ali Hamidi, Joël Atek Bédégbé, qu'est-ce que vous pensez de cette victoire en termes d'alternance démocratique en Afrique? Non, si c'est en Afrique, ça vient, c'est encourageant. On ne peut qu'applaudir et désirer que cela fasse tache d'huile et que l'Afrique ne soit pas abonnée, voilà, à la chronique des élections qui se terminent toujours en eau de boudin. La plupart des conflits en Afrique, malheureusement, sont des conflits issus... ce sont des conflits post-électoraux qui ont une source dans les élections, dans la contestation des élections, leur mauvaise organisation et j'en passe. Donc il est du devoir de ceux qui ont la charge de prendre la loi, d'organiser les élections, de juger de la sincérité des élections, de faire leur travail en toute conscience. Et sinon, c'est eux qui sèment les germes des conflits. On a vu un président de la Cour constitutionnelle, du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, proclamer deux fois et de manière contraire des présidents élus. Et on sait ce qui s'en est suivi pour la Côte d'Ivoire, c'est au moins 3000 morts. Et en quoi se sent-il responsable? Il faut que les élites réintègrent la nécessité d'être responsables, d'être des éclaireurs, d'être des lanternes, d'être une chance pour leur pays et non de constituer un problème. Et le défi est là. Peut-être que les gens n'auront pas la patience d'attendre et que le mandat des 4 ans s'écoule paisiblement. Si l'équipe de John Dramani Mahama croyait que c'est un chèque en blanc qu'il leur est donné pour prendre leur revanche contre les autres, s'ils en sont là, ils risquent d'avoir la rue, ils risquent d'avoir une jeunesse de plus en plus impatiente, d'abord très informée et de plus en plus impatiente. Je n'ose le souhaiter. Et je pense que quand on regarde le contenu de la campagne, il a été très programmatique, il y a eu un effort. Celui qui a échoué, c'est un grand économiste, et il fut gouverneur ou vice-gouverneur de la Banque du Ghana. Et politiquement, il a tenté de se dissocier du bilan, mais il a été vice-président pendant 8 ans. C'est pas possible. Bon, mais il s'en sort avec 2 villas. La retraite des présidents au Ghana est codifiée. Et, bon, chacun aura 2 résidences, une pour eux-mêmes, une autre pour faire office de bureau. Et c'est pas mal. C'est pas mal pour aussi faire que les gens ne craignent pas l'après-pouvoir. Donc le président, le vice-président ont un statut bien défini. Et les partis sont quasiment des institutions là-bas. Les candidats sont connus très longtemps à l'avance.
il y a les primaires à l'intérieur des partis. Et je vais tenter une petite explication aussi de la défaite du NPP par l'issue des primaires, parce qu'un ministre qui s'est opposé, qui a été le candidat malheureux à ces primaires-là, a cru devoir faire défection. Mais à l'arrivée dans les urnes, il a fait pied de figure. Et donc même sans parrainage, à travers la démocratie au sein des partis, on a pu identifier ceux qui étaient les plus représentatifs. C'est aussi peut-être une leçon à tirer. Et au fond, il ne faut pas avoir la prétention d'apporter n'importe quel, d'improviser n'importe comment. Le président Nana Akufo a bizarrement fait preuve d'une certaine légèreté, lui qui avait une belle image en Afrique. Mais il y a eu une gestion hasardeuse du pays, un gouvernement d'une centaine de membres, ça ne s'entend pas. Ça ne s'entend pas. Son alignement sur la politique française, où il se donnait à voir pratiquement comme un obligé du président Macron, a dû fouetter, a dû choquer la fierté panafricaniste des Ghanéens. Et les résultats économiques, ma foi, ne sont pas extraordinaires. Mais à l'inverse, celui qui arrive au pouvoir a bénéficié avec le président Atta Mills. Et ils ont même fait une croissance à 2 chiffres. Tout n'a pas été négatif. Mais tout n'est pas de faire une croissance à 2 chiffres. Tout n'est pas de trouver le pétrole. Le Ghana est le premier producteur d'or en Afrique. Mais cela leur fait du bien. Comment est-ce que ça a été géré? La gouvernance est importante. Il y a eu beaucoup de ressources à un moment. Aujourd'hui, le Ghana est très endetté et en négociation avec le FMI pour retourner à l'ajustement structurel, là où le président Nana Akufo, au début, s'est vanté de pouvoir se passer de ce type de coopération. Donc, aux citoyens d'être exigeants avec leurs dirigeants pour qu'ils ne prennent pas des mesures hasardeuses qui les conduisent dans le décor. Et quand une monnaie se déprécie, c'est le pouvoir d'achat des citoyens qui se déprécie. Les Ghanéens souffrent pour manger, pour avoir 3 repas au quotidien. Les petits emplois, les petites gens souffrent. Pourtant, le pays est dans un développement prodigieux. Les infrastructures, enfin, il y a de belles caisses, hein, il n'y a pratiquement pas de motos là-bas, ainsi de suite. Mais, bon, vous voyez, il faut que tous tiennent et que chacun soit obligé de rendre compte le moment venu afin de limiter les dégâts, le cas échéant. C'est ce qu'on peut dire, espérer que nous allons améliorer notre coopération avec le Ghana au plan de la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils ont ce défi-là, ils ne sont pas moins frontaliers du Ghana, ils ont ce souci à gérer et qu'ils partagent avec nous, avec le Togo. Et j'espère qu'on va le partager avec les autres pays du Sahel pour faire de l'espace ouest africain un espace plus sécurisé, plus prospère, plus propice au développement, ma foi. Merci à vous, Georges Anago. Nous, on retient que le Ghana a donné un bel exemple d'alternance démocratique. Alors, quelle leçon l'opposition béninoise peut tirer de ces victoires? Même si Mohamed n'aime pas l'entendre de cette manière. Non, peut-être qu'il ne croit pas à notre opposition, ça c'est autre chose. C'est pas, je l'ai déjà dit que l'opposition a démontré de belles choses dans notre pays ici et que nous sommes, en tout cas pour ceux qui ont pensé à tort ou à raison, que nous avons quitté le chemin. Non, c'est faux, nous n'avons pas quitté le chemin parce que le régime qui est là est revenu démocratiquement sur le pays et l'alternance s'est passée comme cela se doit et Joël le disait. Si vous prenez les Sénégalais, ils ont fait la même chose. Ce qu'il y a, c'est de convaincre les acteurs politiques que lorsque on utilise la voie démocratique, les principes de la démocratie, qu'on peut aussi avoir de l'alternance au pouvoir. C'est ce que nous avons démontré tout le temps dans notre pays. L'essentiel, c'est de travailler. C'est de travailler encore. Aujourd'hui, il ne faut pas... On a comme l'impression qu'on se limite qu'à la dénonciation et qu'on ne fait pas le travail, l'opposition, le travail que ça doit se faire. Non, l'opposition elle-même sait en elle que lorsqu'on travaille sérieusement, lorsqu'on arrive à avoir l'adhésion populaire à ces idées, eh bien, on peut être sûr de l'alternance qui se pointe à l'horizon et les bons résultats. Ne pas l'avoir après, c'est dire alors que vous n'avez pas fait le travail comme cela se doit.
la lutte qui est à mener, et que je dis toujours, c'est cette lutte de s'assurer que les choses vont se passer dans la transparence. Nous l'avons dit ici, et Joël, enfin, le disait, par rapport à un exemple, par exemple, les feuilles de dépouillement, qu'on ne donne pas à tout le monde, et que le code n'a pas prévu ça, n'a pas explicitement. Voilà, donc, qu'il faut corriger ces choses-là. Si on arrive à corriger, eh bien, le fait que la mouvance remporte encore les élections en 2026 ne signifie pas que nous avons reculé démocratiquement. Non, c'est faux. Si nous faisons les choses telles que ça doit se faire, avec la transparence qui doit l'accompagner, avec les garanties démocratiques que cela se doit, et que c'est encore la mouvance d'aujourd'hui qui reprend le pouvoir, ça ne veut pas dire que nous avons Ça aussi, c'est l'idée qu'il faut chercher à nettoyer chez les gens. C'est pas parce que le régime qui est là aujourd'hui pourrait encore remporter les élections en 2026 que nous ne sommes plus en démocratie. Non, le jeu aurait été totalement démocratique et que peut-être quelque part, quelqu'un n'a pas fait le travail comme il devrait le faire et ça fait que le peuple n'a pas répondu à son appel. Donc, d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, ce qui s'est passé avec l'opposition sénégalaise, elle a été matée. Moi, je me rappelle, j'étais à Dakar quand Sonko, on l'empêchait de sortir. On l'empêchait de sortir, on avait des chats devant la maison de Sonko. Il ne peut pas, il se querellait, se bagarrait presque avec les policiers. Mais lorsque la cause a été entendue, lorsque la démonstration, lorsque les arguments qu'il fallait et que le peuple même a pris conscience à un moment donné, eh bien, on a eu ce qu'on a eu au Sénégal. Nous aussi ici, rappelez-vous en 2016, si ce n'était pas cette adhésion populaire, en tout cas, les résultats ont montré qu'un camp a pu se battre plus que l'autre, un camp a pu convaincre plus que l'autre, et c'est ça qui nous a permis d'avoir les résultats. C'est ça qui a conduit aux résultats de 2016, et que personne n'a contesté. D'ailleurs, vous vous rappelez aussi, voilà. En 96. Très bien, en 96, comme 2006 et tout ça, nous devons continuer à travailler dans ce sens-là. Et pour le faire, chaque camp, chaque groupe politique, je préfère, parce que les Abili n'aiment pas trop l'opposition, mais chaque groupe politique a quelque chose à vendre. Et si vous voulez vendre, préparez bien votre mets. Mettez les conditions, les condiments qu'il faut dedans pour que ça soit plus vendable, ça soit plus mangeable pour le peuple béninois. Si vous arrivez à convaincre le peuple béninois, eh bien vous allez pouvoir accéder au pouvoir. Et si vous ne le faites pas là, c'est la faute et vous revient à vous-même et non aux autres. Ça, c'est ce que je pense. Et donc, l'opposition, parce que d'ailleurs, un système démocratique, c'est celui-là, qui est opposition aujourd'hui, s'il travaille bien, il sera mouvance demain. Ainsi de suite. Ainsi va. Comme au Botswana, où ils étaient au pouvoir depuis 1966. Ça, c'est... Malgré de très bons résultats économiques, ils ont quand même perdu le pouvoir, finalement. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il veut, nous allons, moi je le dis toujours à l'opposition, de travailler et de travailler encore, parce que celui qui est au pouvoir a l'avantage des trucs là, de l'État, et donc vous qui êtes dans la mouvance, vous devez travailler, et dans l'opposition, vous devez travailler plus. Vous qui appartenez pour faire plaisir à l'Amélie, vous qui appartenez à l'autre groupe, travaillez plus. Et l'alternance, de toute façon, ce qu'on a montré jusque-là au Bénin, c'est que l'alternance est possible lorsque l'autre camp travaille bien. Donc nous avons besoin de travailler pour accéder au pouvoir. Ce qui se passe au Ghana, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est ce qui se passait aussi au Bénin et ce qui peut-être encore va se passer en 2026. Quel que soit le résultat, il faut le dire. C'est toujours passé au Cap Vert, on l'oublie. Quel que soit le résultat, on peut avancer de façon très très démocratique et que une partie arrive toujours à remporter sur l'autre chaque fois. Mais ça ne veut pas dire que la démocratie n'existe pas chez nous. Seulement et c'est ça au Ghana aussi. Seulement ce qu'il y a. La démocratie, moi je l'ai toujours dit, ce qui guette la démocratie, lorsque la démocratie n'arrive pas à nourrir le peuple, n'arrive pas à donner satisfaction au peuple, elle risque de se faire marcher là-dessus le plus rapidement possible. Et les illusionnistes, comme dans le Sahel, prennent le pouvoir pour montrer que le salut est à ce niveau-là. En réalité, c'est faux. Mohamed Liami dit comment l'opposition au Bénin peut reprendre en exemple cette victoire de l'opposition au Ghana.
C'est simple, hein. Que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, le résultat, c'est pas gagné d'avance. C'est une compétition. Et donc, la solution, elle est toute simple. C'est de faire le débat, projet contre projet, vision contre vision. Ce n'est que ça qui compte. C'est avec ça, à mon avis, qu'on peut espérer emporter l'adhésion des populations. À partir du moment où l'environnement politique est plus ou moins clarifié, où nous avons ces partis-là, ces grands groupes-là. Donc, le plus important maintenant, c'est d'aller au contact des populations, sinon des électeurs. Parce que là, on est déjà un peu 1 an et demi des élections. Donc, c'est d'aller au contact. C'est ceux pour qui l'on veut agir. C'est pour eux qu'on veut apporter des solutions. C'est d'aller les voir et de dire, voilà les problèmes que nous pensons que vous avez et voilà comment nous, on peut résoudre vos problèmes. Voilà comment on peut faire mieux par rapport à ce qui se fait là. C'est ça, en fait, qui devrait être la culture que nous devons avoir. Maintenant, je vais juste espérer qu'on peut encore voir ce jeu-là, qu'on peut encore assister à ça. Et qui serait donc l'opposé de tout ce qu'on a vu jusqu'à là. Parce qu'en réalité, le système, c'est-à-dire que l'ère dans laquelle nous sommes rentrés maintenant, c'est ce que ça demande. Ça demande cet effort-là que malheureusement, en tout cas, c'est ce que j'observe jusqu'à là, les acteurs politiques dans la globalité, parce que là, je parle en tant qu'analyste, ne font pas toujours. Qu'est-ce qu'ils apportent comme nouveauté en termes d'innovation, que ce soit intellectuel, que ce soit des idées pour résoudre des problèmes des populations, les grands défis auxquels feront face notre pays dans le contexte actuel et dans tout ce qui viendra, la gouvernance à partir de 2026, est-ce qu'ils sont suffisamment préparés? Quand on regarde le contexte actuel mondial, aucun pays n'est épargné, hein, apparemment. Or, ce que les populations attendent quand ils font le choix d'un dirigeant, c'est ils attendent du mieux, ils veulent voir quelque chose changer dans leur vie, ce qui ne suit pas toujours. Je dirais peut-être parce que ceux qui prennent le pouvoir ne sont pas toujours mieux préparés face aux défis. C'est ça la réalité, pour qu'on ne tombe pas encore dans une aventure et qu'on soit après obligé de changer. Parce que là, nous allons dans un système où lorsque vous choisissez un président, désormais, en tout cas au Bénin, en 2006, quand on choisira le président, on aurait choisi à l'avance les députés. C'est parti pour 5 ans. Il n'y a pas de remise comme on avait l'habitude de le faire ou à mi-mandat. On essayait de faire une remise, ce qui pourrait changer plus ou moins les choses. Ce qui demande une exigence de la part aussi bien des électeurs que de ceux à qui les mandats seront confiés. Donc, c'est une dynamique d'ensemble qu'il faut amener le peuple à avoir. Moi, je pense que c'est dans cette vision-là qu'il faut s'inscrire, appeler tout le monde à prendre conscience de ce que nous pouvons faire mieux que tout ce que nous avons vu jusqu'à là. Et c'est en ça que moi, j'apprécie l'effort que le président Talon a fait, qui est venu par un système qui n'est pas ce système-là que nous avons à partir de 2026, mais qui a compris qu'il faut changer de système. Parce que on a constaté depuis que ce soit en 91, 96, 2001, 2006, 2011, 2016, vous finissez de choisir un dirigeant avec beaucoup d'enthousiasme et le lendemain, c'est les mêmes qui ont choisi commencent encore par crier comme si à la limite, c'est pas eux qui ont fait ce choix-là, c'est quelque chose de bizarre. C'est-à-dire que Kérékou, Soglo, Yaïboni, c'est tout ça a toujours été comme ça. Alors, moi j'en suis venu au point, et je crois que ce n'est pas les hommes là qui sont fondamentalement mauvais, c'est plutôt le système de choix qui, à la limite, est un système, en tout cas tel que nous le voyons là. Donc, il faut que nous puissions faire ensemble cette, je dirais, cette mise à jour qui va nous permettre à ce qu'on puisse faire un choix et en connaissant déjà la ligne par rapport à ce que les gens propose, qu'on ne tombe plus, qu'on n'aille plus en aventure comme on l'a observé jusqu'à là, pour que ce qui est fait là, moi je continue d'insister là-dessus, là où nous sommes arrivés là, pour qu'on puisse continuer globalement sur ce chemin-là, que ce qui est fait, qui est bien, soit amélioré et ce qui a comme manquement puisse être corrigé. C'est le rôle des acteurs politiques et ils doivent écouter ça. Regardez ce qui s'est passé au Ghana et rêver de ça, cela ne suffit pas pour pouvoir régler le problème des Béninois. Il faut proposer quelque chose.
il faut qu'on puisse discuter réellement, programme contre programme, vision contre vision. C'est tout ce que moi j'espère, c'est tout ce que je peux conseiller à l'opposition, puisque c'est la question que vous m'avez posée. Donc je reviens à ce que vous avez dit. Merci à vous. Joël Atay-Guédégbé, un dernier mot pour finir. Un dernier mot, la balle est dans notre camp. Ne cessons pas de nous parler. Il y a beaucoup à tirer des vertus du dialogue. Il faut faire l'effort de l'écoute pour comprendre l'autre et avoir un minimum d'empathie. Ça ne veut pas dire taire les oppositions, la concurrence. Et nous sommes dans un système concurrentiel. On doit pouvoir aller à la compétition pour dégager les meilleurs. Et donc ceux-là, qu'ils travaillent effectivement à pouvoir être désignés comme tels. Et il y a beaucoup à faire. Il y aurait beaucoup à faire pour réconcilier la politique avec nos citoyens et faire que nous ayons de meilleurs taux de participation, qu'on aille aux élections et qu'on fasse les choix en connaissance de cause. Vous voyez, ils étaient finalement peut-être pas si différents que ça. Les deux candidats, ils sont tous passés au pouvoir. Il n'y avait plus rien de nouveau pratiquement. Et c'est les mêmes équipes à peu de choses près. En cas, John oui, il s'est présenté avec la même colistière qu'il y a 4 ans. Donc, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Bon, là, c'est une équipe qui a perdu, mais qui a persévéré dans le travail pour revenir. Et l'unité a été une vertu chez eux, les opposants. Et ceux qui étaient au pouvoir ont eu peut-être des problèmes de riches. Il y avait beaucoup de prétendants à la succession de Nana Akufo. Les primaires ont certainement laissé des dégâts. Il y avait des figures emblématiques du pays, mais l'échec était là. Et on dit la victoire a beaucoup de pères, beaucoup de paternité. Bon, les défaites sont orphelines. Et peut-être aussi que le fait que M. Baoumia ait tenté de se désolidariser du bilan économique ne lui a pas servi. Il faut apprendre à assumer également sa part de responsabilité. Et que ce soit M. Baoumia ou M. Enfin, les deux viennent de la même région. Les deux vice-présidents viennent de la même région. Et donc, ce n'est pas le vote ethnique qui a pesé. Il y a eu un débat économique, il y a eu... les gens sous-pesaient ce que chacun pouvait apporter concrètement face aux problèmes du pays. Évidemment, en cours de route, on peut se tromper, on peut trahir ou bien on peut s'égarer complètement. Je ne le souhaite pas pour le Ghana parce que fatalement, ça aura une répercussion sur le reste de l'Afrique de l'Ouest. Mais inspirons-nous du meilleur chez les autres et ne désespérons pas de pouvoir faire mieux. Ici, il est possible de nous réentendre sur les questions électorales, sur les règles de la compétition, un minimum de code d'honneur pour que le meilleur qui sera choisi puisse travailler en connaissance de cause. Et celui qui perdra, il faudra qu'il n'ait pas le sentiment qu'il aura tout perdu. C'est parce que les gens parfois pensent que tout est perdu, tout sera perdu, et qui rentrent dans une espèce de folie de surdétermination, entraînent leur village, leur région, y compris leurs morts, enfin tout, vers quelque chose de cataclysmique. Hein, ce n'est pas la fin de la vie. Dans 5 ans, vous aurez peut-être votre chance. Dans 1 an, dans moins de 18 mois, peut-être que l'opposition sera à la fête. Vivement que nous apprenions à être plus responsables dans la prétention à diriger nos pays. Voilà. C'est sur ce mot, mesdames et messieurs, que nous clôturons ce débat de la nomination des ministres conseillers à la victoire de l'opposition au Ghana. On retient que cette nomination, bien que stratégique, ne fera que renforcer les échéances électorales futures et c'est de bonne guerre. Il ne revient qu'à l'opposition de prendre exemple sur le Ghana pour travailler, pour finir sa démarche démocratique. Merci à vous, Georges Anagonou. Merci à vous, Joël Atay-Guédégbé, à vous aussi, Mohamed Liamidi. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis également. Vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres sur nos différentes plateformes, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct et via notre application iOS et Android ETélé tout simplement. ETélé avec vous. Pour vous, du forum. J'avais dit que nous sommes dans un système concurrentiel et que du coup, il y aura toujours opposition mouvante.
Alors, c'est la fin, mesdames et messieurs, et à très bientôt pour un autre numéro du Forum politique.